Bonjour et bienvenue dans le cours sur les États-Unis et le monde depuis 1945. Dans cette vidéo, nous allons aborder le premier point du cours qui s'intitule Les États-Unis dans le monde de la guerre froide entre 1945 et 1991. Dans une première sous-partie, nous allons voir que les États-Unis sont déjà une puissance mondiale importante en 1945. Une puissance, c'est un État qui dispose d'une capacité d'influence à l'échelle mondiale. La puissance américaine se manifeste tout d'abord sur le plan militaire. En effet, si le pays s'est engagé tardivement dans la Seconde Guerre mondiale, uniquement suite à l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, ils se sont engagés massivement. Plus de 12 millions de soldats américains ont été engagés, notamment pour le débarquement en Normandie. Et surtout, la puissance militaire américaine s'est manifestée lors des bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945. À cette date, les États-Unis sont le seul pays du monde disposant de l'arme nucléaire. Les États-Unis sont également une puissance économique et financière. En 1945, ils produisent à eux seuls 50% de la production industrielle mondiale. La guerre a en effet contribué à relancer définitivement l'économie américaine. Ils disposent également de 65% du stock d'or mondial, ce qui fait qu'en 1944, lors de la signature des accords de Bretton Woods, le dollar devient la seule monnaie convertible en or au monde. C'est aussi lors de ces accords que sont créés le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, deux institutions internationales dont le siège se trouve aux États-Unis, ce qui montre bien la puissance de ce pays dans ces domaines. Ensuite, les États-Unis sont une puissance culturelle. En effet, la présence de militaires américains en Europe et en Asie contribue à la diffusion de la culture américaine, même si celle-ci s'était déjà implantée notamment en Europe dans l'entre-deux-guerres. Cela passe par exemple par le cinéma, mais aussi par la mode, par exemple avec le jean. Enfin, les États-Unis sont une puissance politique et diplomatique majeure. Ils sont au cœur de la construction du nouvel ordre mondial à l'issue de la guerre. Cela passe tout d'abord par la conférence de Yalta en février 1945, durant laquelle le président Roosevelt retrouve Staline et Churchill pour décider d'une stratégie pour mettre fin à la guerre tout d'abord, mais aussi décider du sort de l'Europe à l'issue du conflit et trouver un moyen de garantir la stabilité du nouvel ordre mondial après la fin de la guerre. C'est de ça que découle en juin 1945 la conférence de San Francisco qui donne naissance à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Donc c'est une organisation internationale censée garantir le maintien de la paix dans le monde. Dans une seconde sous-partie, nous allons voir que les États-Unis se positionnent en tant que chef de file du monde libre pendant la guerre froide. Donc l'expression monde libre est ici entre guillemets car il s'agit d'une expression inventée par le président Truman. Donc l'année 1947 est un tournant avec la rupture de la Grande Alliance avec l'URSS. Donc l'URSS était l'allié des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, dans le but de vaincre le nazisme. Mais une fois le nazisme vaincu, les dissensions vont s'accroître entre les deux superpuissances. Donc pour les États-Unis, la paix mondiale doit être fondée sur le libre-échange et sur la démocratie. Ce n'est pas l'avis de Staline, qui lui a une politique plus communiste, et Staline dénonce l'impérialisme américain. Face à ça, les États-Unis vont mettre en place une politique d'endiguement du communisme. Cela va passer par la doctrine Truman. Donc les États-Unis vont tout d'abord mettre en place le plan Marshall en 1947. Donc il s'agit d'un programme d'aide financière destiné aux États européens afin de faciliter leur reconstruction et d'éviter leur basculement dans le communisme. Mais cela passe aussi par la création de l'OTAN en 1949, donc l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est une alliance militaire rassemblant les alliés des États-Unis. La multiplication de ces alliances politiques, économiques et militaires va conduire à la constitution de deux blocs dans le cadre de la guerre froide, donc le bloc de l'Ouest, ici en bleu, rassemblé autour des États-Unis, et le bloc de l'Est, ici en rouge, rassemblé autour de l'URSS. La guerre froide va voir s'affronter les deux superpuissances que sont les États-Unis et l'URSS. Cette confrontation est d'abord militaire. Dès 1949, l'URSS se dote de la bombe atomique et on constate dès lors la mise en place d'une véritable course aux armements, c'est-à-dire que chaque puissance va chercher à disposer de plus d'armes que son concurrent. La confrontation se fait parfois plus directe
et donne lieu à des bras de fer entre les deux puissances, comme le montre cette caricature. C'est le cas notamment lors du blocus de Berlin en 1948-1949 ou lors de la crise de Cuba en 1962. Enfin, la confrontation a aussi lieu dans le domaine de la conquête spatiale, où chaque puissance cherche à être plus performante que son concurrent. Dans une dernière sous-partie, nous allons voir que à partir des années 60, les États-Unis passent d'un temps d'incertitude à finalement à la victoire finale au début des années 1990. Donc tout d'abord, la période 1960-1970 est marquée par une phase de détente dans la guerre froide. Cela passe d'abord en 1963 par la mise en place d'une ligne directe entre Washington et Moscou, ce qu'on appelle le téléphone rouge. Donc ceci traduit un apaisement des relations entre les deux superpuissances. En 1969 est aussi signé un traité limitant la course aux armements et limitant en particulier le nombre d'armes nucléaires détenues par chacun des deux pays. Mais pendant cette période, les États-Unis font face à de nombreuses difficultés, tout d'abord sur le plan extérieur. Donc ces difficultés passent tout d'abord par la guerre du Vietnam entre 1963 et 1975. Cette guerre se révèle être un véritable gouffre financier pour le pays, d'autant plus qu'elle coïncide avec la crise économique des années 1970. Cette guerre tue aussi de nombreux soldats américains, donc fait un scandale aux États-Unis. Et finalement, l'incapacité des États-Unis à remporter cette guerre révèle leur incapacité à freiner le communisme en Asie. Les États-Unis doivent également faire face à la perte de leur allié iranien en 1979 avec la révolution islamique en Iran, révolution qui entraîne la prise d'otages à l'ambassade américaine qui va durer plus d'un an et qui va encore une fois montrer l'incapacité des États-Unis à régler la situation. Sur le plan intérieur, le tableau n'est pas beaucoup plus rose. L'assassinat de Martin Luther King en 1968 relance les émeutes raciales aux États-Unis, tandis que sur le plan politique, en 1972, le scandale du Watergate, donc c'est une affaire d'espionnage politique, pousse le président Nixon à démissionner avant la fin de son mandat. Donc la situation change un peu en 1980 avec l'élection de Reagan à la présidence. Donc Reagan se fait élire avec le slogan America is back ou Let's make America great again, donc avec la volonté de restaurer la puissance américaine. Donc il va d'abord relancer la course aux armements avec le programme IDS, Initiative de défense stratégique, qu'on appelle aussi parfois la guerre des étoiles. Donc il va avoir une politique plutôt offensive vis-à-vis de l'URSS. Mais la situation avec l'URSS va s'apaiser avec l'arrivée en 1985 au pouvoir de Gorbatchev en URSS. Donc on va avoir une nouvelle phase de détente qui va se mettre en place. Gorbatchev voulant d'abord régler les problèmes internes au pays communiste avant d'affronter les États-Unis. Il ne va pas y parvenir et entre les 1989 et 1991, on va voir la victoire finale des États-Unis dans la guerre froide. Donc à la fin des années 80, c'est la fin des régimes communistes en Europe de l'Est. En novembre 1989, donc le mur de Berlin tombe. Et en 1991, l'URSS se disloque. À cette date, les États-Unis se retrouvent seule puissance mondiale. Ils ont perdu leur concurrent direct, l'URSS.